Imaginez un 5h30 du matin. Monsieur C, 78 ans, hospitalisé pour une grippe banale. Et soudain, il étouffe, sa tension dégringole. C'est le scénario redouté, l'urgence absolue. Oui, ce moment où tout bascule. Une bonne réaction, c'est la vie. Une hésitation, C'est potentiellement dramatique. Et c'est justement de ça, de l'état de choc, dont on va parler aujourd'hui. On va s'appuyer sur des extraits d'un texte médical assez pointu. d'accord. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est vraiment, cet état de choc. Pas juste la tension qui baisse. Comment on le reconnaît, quels sont les différents types et surtout comment on réagit. Exactement. On va voir que c'est bien plus qu'un problème de circulation. Il y a une dimension inflammatoire, ce fameux orage cytokinique, et même métabolique, avec les cellules qui souffrent. C'est ça qui est complexe. Alors commençons par la base. C'est quoi précisément un état de choc? La définition classique, c'est une insuffisance circulatoire aiguë. Le sang circule mal et donc il n'apporte plus assez d'oxygène aux tissus. C'est l'hypoxie tissulaire. Le manque d'oxygène dans les cellules. Voilà. Mais comme on disait, c'est réducteur. Il y a cette réponse inflammatoire énorme qui se met en route et le métabolisme des cellules, notamment leurs petites usines à énergie, les mitochondries, qui dysfonctionnent. D'accord. Donc une défaillance vraiment globale. Oui, une défaillance systémique aiguë. Si on n'intervient pas très vite, les organes lâchent les uns après les autres. Et l'issue dépend de beaucoup de choses. La cause, bien sûr, la rapidité de la prise en charge et aussi l'état général du patient avant, sa réserve physiologique. C'est logique. Alors concrètement, sur le terrain, comment on le repère? Quels sont les signaux d'alarme? Le diagnostic, au début, il est vraiment clinique. Le signe le plus connu, c'est l'hypotension artérielle. La tension basse. Oui, classiquement, on dit une pression artérielle systolique, la maxima, sous 90 mm de mercure, ou une pression moyenne, la PAM, sous 65. Mais attention, Oui. il faut aussi se méfier si la tension baisse brutalement, genre de plus de 30% par rapport à la normale du patient, surtout chez quelqu'un qui est hypertendu d'habitude. Et vous avez dit classiquement, ça veut dire que ce n'est pas toujours le cas. Exactement, c'est le piège. L'hypotension peut manquer au tout début. Le corps compense, parfois très bien, surtout chez un jeune. Ah oui, d'accord. Donc une tension normale ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choc qui commence. Surtout pas si d'autres signes sont là. D'ailleurs, la mesure au brassard, elle peut être un peu faussée quand la tension est basse. La pression moyenne est souvent plus fiable. Et le cœur, il réagit comment? Il essaye de compenser en accélérant. Donc on a souvent une tachycardie, le pouls qui monte au-dessus de 100 battements par minute. Sauf si le patient prend des médicaments qui ralentissent le cœur, comme les bêta-bloquants. Là, ça peut masquer ce signe. D'accord. Donc tension basse et cœur rapide, c'est le duo classique, mais il faut être prudent. Quels sont alors les signes qui montrent vraiment que les organes souffrent du manque d'oxygène? Les signes plus fiables. Ce sont les signes d'hypoperfusion tissulaire, ceux qui traduisent directement la souffrance des cellules. D'abord, la respiration. Il respire vite? Oui, la polypnée. Plus de 22 respirations par minute. C'est souvent une tentative pour compenser l'acidité du sang, l'acidose métabolique, qui s'installe quand les cellules travaillent sans oxygène. D'accord. Et ensuite? Ensuite, il faut absolument regarder la peau, chercher les marbrures. Ces espèces de taches bleutées, un peu comme du marbre? C'est ça, un aspect réticulé, violacé, froid. Ça commence souvent au niveau des genoux. C'est un signe très visuel que la circulation dans les petits vaisseaux de la peau ne se fait pas bien. Plus c'est étendu, plus c'est grave. D'où l'importance de déshabiller le patient, de soulever le drap, comme on dit. Absolument. Parfois c'est discret au début, il faut vraiment les chercher. Et il y a d'autres signes cutanés? Oui, le temps de recoloration cutanée, le TRC. On appuie sur le bout du doigt ou sur le genou, ça blanchit. Et on regarde combien de temps ça met pour redevenir rose. Si c'est plus de 3 secondes, c'est trop long. La microcirculation est atteinte. Et puis, les extrémités froides, c'est classique aussi. Le corps essaie de préserver les organes vitaux en fermant les vaisseaux à la périphérie. Logique. Mais parfois elles sont chaudes, non? Oui, c'est le paradoxe de certains chocs, comme le choc septique au début ou le choc toxinique. Là, il y a une vasodilatation, donc ça peut être chaud. Et au niveau des organes plus nobles, comme le cerveau ou les reins? Pour le cerveau, ça peut aller de la confusion, l'agitation, jusqu'à la somnolence. C'est un signe de souffrance cérébrale. Attention, un coma d'emblée, ça doit faire penser à autre chose aussi. D'accord. Et pour les reins, c'est l'oligurie. Le patient n'urine plus, ou très peu. C'est crucial de surveiller ça. Souvent, on pose une sonde urinaire pour mesurer précisément le débit heure par heure. C'est un signe que les reins ne filtrent plus bien. Exactement.
parce qu'ils ne sont plus assez perfusés. Et côté prise de sang, il y a un marqueur qui crie « au secours » pour les cellules Pérunia. Oui, le marqueur biologique clé, c'est le lactate, l'acide lactique. Ah oui. Quand son taux monte dans le sang, au-dessus de 2 millimoles par litre, c'est le signe biochimique que les cellules manquent d'oxygène et qu'elles passent en mode anaérobie. C'est la preuve de l'hypoxie tissulaire, de cette fameuse dysfonction mitochondriale. Donc, si on a les signes cliniques de mauvaise perfusion et un lactate élevé... Là, le diagnostic de choc est quasi certain et ça signe sa gravité. Bon, on a le tableau clinique, les signes d'alerte, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait différentes causes, différents mécanismes. Est-ce qu'on peut les classer ? Oui, on distingue classiquement 4 grands types de mécanismes, même si en pratique, ils peuvent être un peu intriqués. D'accord. Quels sont-ils ? Premièrement, le choc hypovolémique. C'est le plus simple. Il manque de volume dans les vaisseaux. Une fuite ou pas assez de liquide ? C'est ça. Soit une hémorragie, une perte de sang. Soit une déshydratation sévère. Vomissements, diarrhée, gros coups de chaud, brûlure. Le cœur n'a plus assez de sang à éjecter, donc le débit baisse. Le corps réagit en serrant les vaisseaux au maximum pour maintenir la pression. Ok, manque de volume. Le deuxième ? Le choc cardiogénique. Là, c'est la pompe, le cœur lui-même, qui est défaillant. L'infarctus, par exemple ? L'infarctus massif, c'est la cause la plus fréquente. Mais ça peut être aussi une insuffisance cardiaque qui se décompense brutalement. Un problème de valve. Le débit cardiaque est bas, mais contrairement au choc hypovolémique, le cœur est souvent plein, voire engorgé. Du coup, on a souvent des signes de surcharge, comme l'œdème pulmonaire. D'accord, la pompe lâche. Troisième type ? Le choc obstructif. Ici, il y a un obstacle mécanique qui bloque la circulation. Comment ça ? Soit ça bloque le sang qui sort du cœur, comme une grosse embolie pulmonaire, soit ça empêche le cœur de se remplir correctement, comme une tamponnade du liquide qui comprime le cœur de l'extérieur. Ou encore un pneumothorax sous tension, de l'air qui s'accumule et écrase les gros vaisseaux. Dans tous les cas, le débit cardiaque chute brutalement. Ok, un blocage mécanique. Et le dernier ? Le choc distributif. Celui-là est plus complexe. Le volume de sang total peut être normal, mais il est mal réparti. Les vaisseaux sont trop dilatés, comme des tuyaux trop larges, et en plus, ils deviennent perméables, ils fuient. Donc le sang ne reste pas là où il faut ? En gros, oui. Ça crée une forte hypovolémie relative. Pas assez de volume efficace dans les vaisseaux, et les résistances vasculaires s'effondrent. Et ça arrive dans quelle situation ? Le cas typique, c'est le choc septique, la complication gravissime d'une infection. Comme la dame avec sa pyélonéphrite. Exactement. Il y a aussi le choc anaphylactique, la réaction allergique majeure. La piqûre d'insecte du quiz. Voilà, mais ça peut aussi être une pancréatite aiguë grave, certaines intoxications. Le point commun, c'est cette inflammation généralisée qui dérègle tout. C'est fou, comme un même état, le choc peut venir de causes si différentes. Et vous disiez que même la façon dont la tension artérielle baisse peut nous orienter un peu. Oui, il y a des petits indices. Par exemple, si la pression diastolique, la minimale, est très basse, genre sous 40, ça suggère une énorme vasodilatation. Donc ça oriente plutôt vers un choc distributif, septique ou anaphylactique. Ah oui. A l'inverse, si la tension maximale est basse, mais que la minimale reste relativement haute, la différence entre les deux est petite. On dit que la pression est pincée. Ça fait plutôt penser à une baisse du volume éjecté par le cœur. Donc un choc hypovolémique ou cardiogénique, avec une tentative de serrer les vaisseaux pour compenser. Très intéressant ces nuances. Bon, on comprend l'urgence. Si on suspecte un choc, qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite ? C'est quoi la checklist des premières minutes ? C'est vraiment une course contre la montre et il faut faire plusieurs choses en même temps. C'est presque un balai bien réglé. Alors, première étape ? 1. Sécuriser et surveiller. Monitorage continu. Scope, ECG, saturation en oxygène, fréquence respi et la tension très rapprochée toutes les 5 minutes au début. On met de l'oxygène à tout le monde pour viser plus de 95% de saturation et surtout, on pose tout de suite 2 bonnes voies veineuses périphériques, des gros cathéters. Pour pouvoir passer des liquides vite et faire les prises de sang ? Exactement. Deuxième étape, agir sur la circulation. Le remplissage vasculaire. Presque toujours, on commence par ça. Avec quoi ? Des cristalloïdes. Du sérum salé physiologique à 0,9% ou du Ringer lactate. On en passe 500 ml très vite, en bolus. L'idée, c'est d'augmenter le volume dans les vaisseaux. On peut être amené à passer pas mal de liquide au début, 20 à 30 ml par kilo dans les premières heures. Sauf si on suspecte fortement un choc cardiogénique, avec le patient qui crépite des poumons, des signes d'œdème pulmonaire. Là, il faut être très prudent avec le remplissage, voire ne pas remplir du tout au début pour ne pas le noyer. C'est l'exception majeure. D'accord, très important.
Troisième action, Traiter la cause si elle est évidente et qu'il y a une urgence dans l'urgence. Si ça saigne dehors, on arrête l'hémorragie. Compression, pansement compressif. Si c'est une anaphylaxie qui saute aux yeux, contexte signe cutané, c'est adrénaline en intramusculaire tout de suite, 0,5 mg chez l'adulte. comme dans le quiz. Oui, et si on pense très fort à un choc septique, il faut lancer les antibiotiques à large spectre le plus vite possible, dans l'heure idéalement, voire immédiatement si on suspecte un purpura fulminans. D'accord. Et en même temps, on cherche à comprendre. Oui, c'est la 4e étape, l'orientation diagnostique rapide. On interroge, si possible, on examine vite fait pour essayer de trouver la cause la plus probable. Fièvre, douleur, allergie, trauma, médicaments, Et la 5e étape, cruciale, appeler à l'aide. On ne gère jamais un état de choc tout seul. Il faut alerter le réanimateur, le SAMU, le SMUR, tout de suite, avec un message clair. Qui, quoi, où, comment est ce qu'on suspecte. très clair. Et pendant cette phase initiale hyperactive, quels examens on lance en urgence? On fait des prises de sang pour évaluer la gravité et chercher la cause. Pour la gravité, LGAS. Les gaz du sang artériel avec le lactate, c'est la base. Un bilan du foie, les transaminases, des reins, créatinine, une numération formule sanguine, hémoglobine, plaquettes, et un bilan de coagulation. Pour voir l'impact sur les organes et s'il y a une anémie ou des problèmes de coagulation. Exactement. Et pour le diagnostic, ou pour préparer la suite, un électrocardiogramme systématique. Une radio du thorax, au lit, souvent utile, des hémocultures, presque toujours, avant les antibiotiques si on peut, et bien sûr le groupe sanguin, le résus, les rails, au cas où il faudrait transfuser. Une fois cette première heure critique gérée et le patient souvent transféré en réanimation, comment ça se passe? On passe à une autre dimension? Oui, on entre dans une phase de stabilisation et d'optimisation. La surveillance devient encore plus pointue, souvent avec des moyens invasifs. C'est-à-dire? On met souvent un cathéter dans une artère, au poignet généralement. Ça donne la pression artérielle en continu, battement par battement, c'est très précis. Et on pose aussi très fréquemment une voie veineuse centrale, un cathéter dans une grosse veine. Pourquoi faire? Pour plusieurs raisons. Administrer les médicaments qui remontent la tension, les catécholamines, en toute sécurité, mesurer la pression veineuse centrale, la PVC, qui donne une idée du remplissage, et faire des prélèvements de sang veineuse centrale pour voir l'oxygénation globale, la SCVO2. Et pour voir comment travaille le cœur? L'outil qui est devenu indispensable au lit du malade, c'est l'échocardiographie. L'écho-cœur fonce thoracique, l'été. Qu'est-ce que ça apporte? Énormément d'infos en direct, comment le cœur se contracte, est-il dilaté, comment fonctionnent les valves, y a-t-il du liquide autour? Et surtout, ça aide à voir si le patient a besoin de plus de remplissage et s'il le tolère. Ça guide vraiment nos choix pour le remplissage et les médicaments. Donc on continue le remplissage, mais de façon plus fine. Exactement. On poursuit si besoin, mais guidé par la clinique. Est-ce que les marbrures disparaissent? Est-ce que le patient urine? Et par les données du monitorage, notamment l'écho. On cherche le point d'équilibre pour optimiser le débit sans créer de surcharge. On utilise toujours les cristalloïdes, sauf bien sûr si c'est un choc hémorragique. Là, on transfie du sang et des produits sanguins. Et si la tension reste basse, malgré le remplissage? C'est là qu'interviennent les médicaments vasoactifs, les catécholamines. On les passe en continu à la seringue électrique par la voie centrale. Et lesquels principalement? Le chef de file, surtout dans le choc septique et les chocs avec vasodilatation, c'est la noradrénaline. C'est un vasoconstricteur puissant. L'objectif est de remonter la pression artérielle moyenne au-dessus de 65. Et si c'est le cœur le problème? Si la pompe est faible, comme dans le choc cardiogénique, on utilise plutôt un inotrope, comme la dobutamine. Ça aide le cœur à mieux se contracter. On peut aussi associer les deux, noradrénaline et dobutamine. Et l'adrénaline? L'adrénaline est plus polyvalente, elle fait un peu tout. On l'utilise en première intention dans le choc anaphylactique et l'arrêt cardiaque, parfois en deuxième ligne dans les autres chocs très graves. Et on vise quoi avec tout ça? Quels sont les objectifs? L'objectif global, c'est de rétablir une bonne perfusion des organes le plus vite possible, idéalement dans les 3 à 6 heures. Concrètement, ça veut dire une pression moyenne stable au-dessus de 65, plus de marbrure, un temps de recoloration normal, le lactate qui baisse, le patient qui recommence à uriner et qui est plus réveillé. Tout ça en surveillant aussi les autres organes. Bien sûr, si les poumons lâchent, c'est la ventilation mécanique. Si les reins ne redémarrent pas, c'est la dialyse. Si ça coagule mal et que ça saigne, on transfuse Culfo. C'est une prise en charge globale. Et pendant tout ce temps, on n'oublie pas le plus important? Traiter la cause. C'est absolument fondamental. La réanimation, ça achète du temps, mais ça ne guérit pas la cause initiale. Il faut s'y attaquer en parallèle et le plus tôt possible. Donc si c'est un infarctus?
Il faut déboucher l'artère coronaire en urgence, Un choc septique? antibiotiques adaptés et trouver la source de l'infection pour la traiter, la drainer si besoin. Une hémorragie? Arrêter le saignement, chirurgie, radio-interventionnelle et transfuser. Une anaphylaxie? Adrénaline, corticoïdes, antihistaminiques et supprimer l'allergène. Une obstruction? Lever l'obstacle, thrombolyse pour l'embolie, drainage pour la tamponnade, exsufflation pour le pneumothorax. Le traitement de la cause est la clé de la guérison. Bon, si on essaie de résumer, l'état de choc, c'est bien plus qu'une simple chute de tension. C'est une défaillance complexe, multisystème. La clé, c'est la reconnaissance rapide des signes cliniques de mauvaise perfusion. Exactement. Repérer vite, agir vite et de façon structurée. Oxygène, remplissage, mais attention si le cœur est déjà en difficulté, appeler à l'aide très tôt et commencer à traiter la cause suspectée. Et ne pas oublier cet examen clinique simple mais crucial. Oui, déshabiller le patient, chercher les marbrures, palper les extrémités, mesurer le TRC. C'est irréemplaçable. Et la communication rapide et efficace entre les équipes est vitale. Le raisonnement sur le type de choc oriente les premiers gestes qui peuvent sauver. Pour finir, une question qui m'est venue en vous écoutant parler de réserve physiologique. Est-ce qu'être en meilleure santé au départ, ça aide juste à mieux encaisser la phase aiguë du choc, ou est-ce que ça pourrait aussi jouer sur la capacité du corps à maîtriser cet orage inflammatoire ou à réparer cette dysfonction mitochondriale dont on a parlé? Et donc, peut-être à limiter les séquelles à long terme si on survit. C'est une excellente question. On sait que la réserve physiologique influence la survie immédiate, c'est certain. Pour l'impact sur l'inflammation, le métabolisme et les séquelles à long terme, c'est un champ de recherche très actif. Mais intuitivement, oui, on peut penser qu'un organisme mieux préparé gère mieux l'agression et se répare plus efficacement. Ça ouvre des perspectives sur l'importance de la prévention et de la santé globale, même face à des événements aussi aigus. Une piste de réflexion intéressante sur le lien entre médecine préventive et médecine d'urgence. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet.